essentiellement une idée dans ce que je vais raconter. C'est le passage du local au global. Hier, on a déjà parlé du traitement local du signal optique. On a vu comment se constituaient les filtres, quels étaient les différents types de filtres, etc. Ce qui est caractéristique de la perception, c'est que la perception construit des formes globales. Donc, c'est un problème fondamental de recollement de ces données globales en structure globale, de ces données locales en structure globale. Alors, tous les problèmes de passage du local au global sont des problèmes d'intégration, et quel que soit le modèle mathématique qu'on utilise, ils viennent tout de suite relativement techniques, même si le problème initial est extrêmement simple. Gardez en tête le modèle des équations différentielles de la physique, je ne sais pas, l'équation de Newton, vous mettez quelques principes, vous obtenez une équation, l'équation est relativement simple, mais intégrer l'équation est quelque chose de prodigieusement compliqué. Et c'est compliqué à cause de la nature des choses. Donc, il y aura des mathématiques un peu techniques, mais ces mathématiques un peu techniques et difficiles sont la conséquence de principes extraordinairement simples. Alors, au niveau neurophysiologique, ce qui permet le passage du local au global, c'est ce qu'on appelle les architectures fonctionnelles des aires visuelles, c'est-à-dire la façon dont tous les petits filtres neuronaux sont connectés entre eux. Alors, pendant longtemps, on a fait des modèles où on ne s'intéressait pas à la forme spécifique des architectures fonctionnelles. On prenait des connexions aléatoires, disons, on a un graphe de connexion. Mais en fait, maintenant, on a suffisamment de données sur les architectures fonctionnelles des aires visuelles primaires pour comprendre que leur géométrie, leur connectique, leur structure de graphe est extraordinairement particulière. Et c'est cette structure extrêmement particulière qui fait que lorsque ces aires sont actives, elles font de la géométrie, et de la géométrie différentielle de haut niveau, sans faire aucun calcul. Tout est dans le hardware, c'est parce que le hardware neuronal est extraordinairement spécifique que son activation, c'est l'équivalent de calculer, on va voir quel genre de choses est capable de calculer, par exemple, l'RV1. Alors ça, c'est ce que j'appelle la neurogéométrie. Ça concerne l'implémentation neuronale des structures géométriques de la perception visuelle. Le grand problème, à mon avis, théorique de la perception visuelle, c'est qu'il faut comprendre comment un traitement du signal, avec des filtres, des fonctions de transfert, etc., produit de la géométrie. Parce que la perception, c'est fondamental visuel, c'est fondamentalement de la géométrie. Donc il s'agit de comprendre la géométrie de la perception de l'intérieur. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je dois dire d'emblée, ça n'a rien à voir avec la structure euclidienne de l'espace tridimensionnel externe. Ça, c'est un résultat tout à fait ultime des activités neuronales, la construction de cet espace externe. Là, je vais m'intéresser à des modèles géométriques, des architectures fonctionnelles des aires visuelles. Donc c'est de la géométrie de l'intérieur, hein, from within. Et donc le problème de base est de comprendre comment le système visuel, en traitant le signal, peut être en même temps une machine à faire de la géométrie. Et on va voir apparaître des structures mathématiques non triviales qui ont été introduites relativement récemment pour comprendre ça. Donc il y a de la géométrie de contact, de la géométrie symplectique, de la géométrie sourimanienne. Donc ça peut faire un petit peu peur, mais on va voir que ça s'introduit de façon tout à fait naturelle et que ça correspond aux modèles les plus simples d'architecture fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il faut sans doute faire des choses encore beaucoup plus compliquées. C'est ce qu'il y a là dans le troisième paragraphe, la géométrie sourimanienne dont on va parler, dans la seconde partie de l'exposé, donne enfin le modèle le plus simple de cette architecture fonctionnelle constituée, comme on va le voir, de connexions très particulières, intracorticales, qu'on appelle les connexions cortico-corticales horizontales de V1. Et donc, comme par ailleurs,
on a au niveau du traitement du signal, comme vous l'avez bien exposé hier, quelque chose du genre analyse en ondelettes. On a de la géométrie sous-riemannienne pour passer du local au global. Et donc il faut mettre ensemble géométrie sous-riemannienne, enfin quelque chose comme ça, et d'autre part quelque chose comme analyse en ondelettes d'un signal. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse harmonique, enfin, mettre ensemble enfin, les deux. Et donc, tout naturellement, on débouche sur ce dont vous allez parler, je pense, en partie, c'est-à-dire l'analyse harmonique non commutative. Qui est le cadre, donc, le plus, même si c'est mathématiquement assez sophistiqué, c'est le cadre le plus naturel et le plus simple pour comprendre la structuration géométrique des signaux optiques. Alors, toujours dans cette introduction, je dois insister sur des limitations. Je vais me limiter à V1, et hier on a dit, et on a insisté sur le fait qu'il y a énormément de connexions descendantes des aires postérieures à V1, G2 par exemple, fondamentales pour un certain nombre d'opérations, le D4 pour les couleurs et tout ça. Et il y a même dans une certaine mesure plus de connexions descendantes, enfin feedback sur V1 que de connexions ascendantes. Donc ça c'est une première limitation fondamentale. Je ne m'intéresse qu'à V1 et de façon, enfin, sans tenir compte des feedbacks. Ensuite, l'implémentation neuronale varie considérablement suivant les espèces animales, mais il y a quand même quelques grands principes d'architecture qui sont communs. Grosso modo, le fait que l'aire visuelle V1 soit constitué essentiellement de 6 couches, qu'un corps genouillé latéral lui-même constitué de couches se projette essentiellement sur la couche 4, enfin alors il y a des sous-couches, enfin bon, ça c'est relativement universel. Le fait qu'il y ait, comme on vous l'a bien expliqué hier, 3 classes fondamentales de cellules ganglionnaires et de cellules au niveau du corps genouillé latéral, les parvocellulaires, les magnocellulaires, les coniocellulaires, ça aussi, ça se trouve pratiquement partout. Mais en revanche, il peut y avoir des petites différences très importantes à un niveau plus fin. Par exemple, je vais énormément parler des cellules de V1 qui sont sensibles à l'orientation. Ça dépend terriblement des espèces. Par exemple, le toupaya, le chat, le macaque ont des cartes d'orientation avec des hypercolonnes d'orientation, sur lesquelles je vais revenir, c'est comme les pinwheels dont vous parliez hier. Et c'est essentiellement de ça que je vais m'occuper, mais il y a des espèces, par exemple comme le rat, qui ont une structure relativement différente. Ça c'est dû au fait que le rat est un peu moins visuel et incroyablement plus moteur que nous, par exemple. Nous, on ne peut pas se reconnaître comme des rats dans un labyrinthe. Il n'y a pas le même genre de structure neuronale. Là, voilà une figure, par exemple. Je regarde simplement le trait sélectivité à l'orientation, c'est les colonnes en rouge. Et donc vous voyez que si vous prenez diverses espèces, le chat, le macaque, le trichou, le toupaya et l'écureuil, vous voyez que la colonne rouge n'est pas la même partout. Elle est la même ici et là. Mais là, par exemple, vous voyez que sur cette couche-là, il n'y a pas de sélectivité à l'orientation chez le macaque. Sur ces couches-là, il n'y a pas de sélection à l'orientation pour le toupaya, etc. Donc ça, c'est une seconde limitation. Je vais faire comme si l'architecture fonctionnelle de V1 était universelle, mais c'est faux. Mais on a l'habitude de simplifier un certain nombre de données pour essayer d'en faire des modèles. Troisième limitation, qui est extrêmement importante au niveau théorique, c'est que, comme vous le savez sans doute, les codages neuronaux ne sont jamais des codages du genre un trait codé par un neurone. C'est toujours des populations de neurones qui codent. Donc il y a toujours une statistique fine sous-jacente aux codages neuronaux. Alors là, je vais faire comme si il y avait une sorte de mésoneurone, enfin un neurone qui serait une sorte de synthèse d'une petite population de neurones qui fonctionnerait comme un neurone et qui donnerait une réponse pour un trait, par exemple une orientation. Ça c'est faux.
Là aussi, c'est une simplification. Donc, tout ça, je ne vais pas en tenir compte, mais elle est très très importante, cette redondance, enfin, qu'on trouve dans le codage par population. Et donc, sous les modèles géométriques dont je vais parler, il y a en fait des modèles stochastiques. Mais ça, on en a l'habitude en physique, c'est tout à fait banal. Donc là, c'est une sorte d'approximation, un peu comme en dynamique des fluides, etc. On laisse de côté la stochasticité moléculaire sous-jacente et on regarde une géométrie plus continue, enfin, dans le cadre de la géométrie différentielle. Voilà. Alors, maintenant, après cette petite introduction, quel genre de problème on aimerait comprendre? Alors, c'était le problème fondamental, c'est le passage du local au global. Et ce passage du local au global est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire au niveau du système visuel, qui n'a pas grand-chose à voir avec les données sensorielles. On voit beaucoup plus que ce qu'il y a dans les données sensorielles, et la géométrie qui structure les sensations, cette géométrie est en très très grande partie corticale. Alors, un exemple absolument typique, c'est le bon vieux problème, universellement connu, des contours illusoires, qui a été énormément étudié par les premiers gestaltistes, enfin dès les années 1920, enfin début du XXe siècle. Et puis après, un tout petit peu plus tard, par Kanizsa, qui a consacré sa vie. Donc le système visuel V1, alors il faudrait parler de V2, mais première limitation, je ne parle pas de V2, mais en fait il y a aussi V2 derrière. Le système visuel primaire construit des contours illusoires à très très longue portée. Vous connaissez tous les images de ce genre. Alors, les données sensorielles, c'est ça. Ici, vous avez des orientations, des camemberts, et d'autre part, ici, vous avez quelques données supplémentaires hyper locales, parce que ce sont des extrémités de segments, les endpoints. Bon, et votre système visuel construit un parfait triangle. Alors, il faut bien voir que ces contours visuels ici sont d'une portée absolument incroyable par rapport à la taille des champs récepteurs. Les champs récepteurs de la rétine sont relativement petits. Donc, l'hypothèse, on a essayé de tester l'hypothèse, que des aires de niveau supérieur pourraient avoir des très grands champs récepteurs et qu'il y aurait une globalisation et une structuration géométrique globale qui viendrait de ça. Bon, il y a plein d'expériences qui montrent que c'est faux, et que donc, il y a vraiment un passage du local au global, il y a une intégration. Alors ces phénomènes sont vraiment des phénomènes étonnants. On peut avoir des contours illusoires de Kanizsa courbes, et on peut même, en regardant, enfin en utilisant une illusion bien connue, la watercolor illusion, l'illusion de l'aquarelle, on peut avoir ce qu'on appelle des effets néons. Alors si l'écran est assez clair, vous devriez voir l'intérieur du carré rosé. Ça va, vous voyez un peu rosé? Je veux pas de carré, moi. Ah, vous n'avez pas un carré? Le carré, oui, d'accord. Vous devriez voir un carré oui, c'est exact. Légèrement rosé. Ouais. Vous avez ici des contours illusoires courbes, Ouais. et qui sont des bords extrêmement nets pour l'illusion néon. Donc ça veut dire que vous avez un processus de diffusion de la couleur bon, qui est lié à ce dont vous parliez hier, enfin, la constance de la couleur, etc. Donc il y a des propriétés de diffusion de la couleur, mais ces bords virtuels fonctionnent comme des vrais bords, puisqu'ils sont capables d'arrêter un processus de diffusion. C'est très spectaculaire, l'effet de watercolor effect. Ici, il n'y a que au bord ici que vous avez du jaune. Vous voyez à quel point le jaune peut diffuser. Bien. Alors, ces contours subjectifs
à la Canizza, manifeste un phénomène physiologique vraiment profond. Là, je vais vous projeter des résultats expérimentaux en EEG, dû à notre collègue Catherine Talon-Baudry, un article un peu ancien. Vous présentez à des sujets des vrais triangles de Canizza et des faux triangles de Canizza. Les faux, c'est que vous avez trois camemberts, trois sommets d'un triangle équilatéral, mais les camemberts sont mal orientés. Donc vous ne pouvez pas faire une intégration globale. Et vous regardez ce qui se passe, hein, vous regardez l'EEG, enfin la façon dont certaines ondes se propagent, et donc vous regardez ce qui se passe. Et vous voyez de façon extrêmement nette qu'il y a deux moments d'activité, deux bursts, enfin deux bouffées d'activité oscillatoire dans les tours de fréquence 40 Hz. Une première bouffée d'activité relativement rapide, 100 millisecondes, autour de 100 millisecondes, et qui correspond au traitement local du stimulus. Et puis, uniquement dans le cas des triangles de Canizza, c'est-à-dire quand vous avez cohérence globale, bien plus tard, c'est presque 300 millisecondes par rapport à 100 millisecondes, vous avez une seconde bouffée d'activité. Donc là, c'est extrêmement net. Ici, vous avez un triangle de Canizza, un vrai. Ici, vous avez un faux et incohérent globalement. Vous regardez l'activité, ça c'est le temps, ça c'est les fréquences. Et vous voyez, donc dans la bande de fréquence autour de 40 Hz, vous avez une première bouffée ici et là, qui est vraiment la même. Et puis uniquement dans le cas du vrai triangle de Canizza, vous avez la seconde bouffée. Alors l'interprétation, on peut peut-être la raffiner, mais disons l'interprétation de base, c'est que ça correspond à la reconnaissance des trois camemberts, et que ça correspond à la construction du triangle de Canizza. C'est le temps, passage du local au global. Alors, ça, l'accolade qui est ici, ça veut dire que si vous mettez un vrai triangle, avec des vrais bords, vous avez à peu près la même activité. Là aussi, il y a énormément d'expériences, très jolies, qui montrent que les neurones qui correspondraient, qui seraient activés s'il y avait un vrai contour, sont activés par les contours illusoires. Donc les contours illusoires, au niveau cortical, sont des vrais contours sans stimulus. C'est des hallucinations. L'hallucination fait partie de la perception. Pas ça de prendre de LSD. Ici, comme une amorce quand même par rapport à cette fréquence-là. Oui, oui, bon, c'est ce que j'appelle les raffinements. Enfin, on peut effectivement raffiner. Disons, il y a quelque chose comme ici, enfin bon, il n'y a pas. Enfin, il y a quand même une différence fondamentale. Mais après, on va rentrer dans des choses beaucoup plus précises, avec de l'imagerie. Ça, c'est extrêmement grossier, c'est le G. Bon. Alors, donc, c'est des vrais phénomènes. Des phénomènes donc, qui méritent d'être étudiés de façon précise et modélisés surtout. Et il y a des phénomènes très étranges. Par exemple, le fait que non seulement nous construisons des contours illusoires, mais que nous n'avons pas toujours la même stratégie. Enfin, le cerveau n'a pas toujours la même stratégie pour construire des contours illusoires. Et grosso modo, il y a deux stratégies fondamentalement différentes. Une stratégie, je vais prendre l'image d'une barre que l'on plie. Prenez une barre, hein. Si vous la pliez, vous avez des conditions limites, c'est-à-dire deux extrémités et deux tangentes. Quand vous pliez une barre, vous avez un phénomène de... Vous emmagasinez de l'énergie élastique et vous avez un principe de minimisation de l'énergie, etc. Et vous allez obtenir une courbe très précise, enfin, bon, qui n'est pas triviale du tout, et qui sera la forme de la barre pliée. Maintenant, si vous pliez trop,
la barre se casse, c'est-à-dire, à un certain moment, l'énergie élastique est trop grande, et donc le système crée une singularité à courbure infinie, c'est-à-dire un angle, mais toute la courbure là, et relaxe la courbure ailleurs, et donc vous avez quelque chose de linéaire par morceaux. Si vous avez cette espèce d'ambivalence entre deux stratégies, une stratégie, en fait, vous allez avoir un maximum de diffusion de courbure, et une stratégie où, au contraire, vous concentrez toute la courbure dans des singularités, c'est que derrière, vous avez un problème variationnel. Enfin, il est totalement impossible que vous puissiez obtenir ce genre d'effet s'il n'y a pas un principe variationnel. Si vous avez un principe du genre, je prends les conditions limites et je calcule l'arc de cercle, par exemple, ben, vous n'aurez jamais ce phénomène. Il faut qu'il y ait quelque part la possibilité de relaxer une contrainte, etc. Alors, là, qu'est-ce que vous voyez spontanément? Est-ce qu'il y a des gens qui voient un cercle? Oui, moi. Est-ce qu'il y a des gens qui voient un carré? Alors, en général, il y a une majorité de gens qui voient un cercle et une minorité qui voit un carré. Maintenant, continuez à fixer. Et chacun, dites quand vous avez un changement de forme des contours illusoires. En général, il y a un phénomène de bimodalité perceptive, ce qui fait que tout d'un coup, vous dites, ah, tiens, c'était un carré. Je vois aussi un carré. L'inverse. Et dans l'illusion d'Ehrenstein, alors là, la bistabilité est extrêmement nette, qui voit des cercles et qui voit des carrés. Les deux. En général, les deux. En général, là, c'est beaucoup, beaucoup plus net. Donc, vous avez plusieurs stratégies. Donc, il faut des modèles qui permettent de comprendre, enfin, ces changements de stratégie. On peut même aller plus loin. Si vous êtes capable de fusionner les figures, j'espère que je les ai mises en donnant. Si vous êtes capable de fusionner les deux figures, vous devriez voir le triangle de Kanizsa en relief. Mais alors maintenant, si vous prenez quelque chose comme ça, vous avez des bords courbes, certains bords courbes. Et si vous arrivez à fusionner, sur l'écran, c'est sans doute difficile de fusionner sur un écran, mais sur le papier, c'est beaucoup plus facile en général. Alors à ce moment-là, c'est assez amusant parce que ce que vous voyez, c'est un triangle de Kanizsa qui est une surface bombée, convexe, avec des bords parfaitement droits. Donc en fait, non seulement vous avez reconstruit des contours de Kanizsa qui résolvent un problème variationnel, qui minimisent quelque chose, mais en plus, votre système visuel, si vous rajoutez la stéréopsie, est capable de construire des surfaces qui résolvent un problème variationnel. Donc, qui sont des surfaces minimales pour un certain type d'énergie. Et on sait que les problèmes de surface minimale, c'est nettement plus compliqué que des simples problèmes de minimisation d'une énergie le long d'une courbe. Donc vous voyez, il y a des problèmes dans ce que j'ai appelé l'intégration qui apparaissent très vite quand on regarde les structures de la perception et qui renvoient à des problèmes théoriques du genre problème variationnel. Alors c'est en fait de ça que je voudrais parler. Alors avant, je vais rappeler quelques petites choses, mais je serai assez bref, parce que j'ai déjà d'excellents exposés hier. Je vais rappeler un tout petit peu la structure des neurones corticaux et leur champ récepteur et leur profil récepteur, c'est-à-dire leur fonction de transfert comme filtre. Donc ça, je passe là-dessus, vous connaissez tout ça. Donc dans l'approximation linéaire, hier on a parlé des non-linéarités, ce qu'on appelle les neurones simples de V1
donc, agissent comme des filtres sur le signal optique qui vient de la rétine à travers toute cette chaîne hein, cortico-géniculo-corticale. Et ce que l'on appelle leur champ récepteur, c'est-à-dire l'ensemble des photorécepteurs auxquels chaque neurone de V1 est lié à travers toute cette connectique compliquée, leur champ récepteur ont des profils récepteurs, c'est leur fonction de transfert, et qui ont des formes caractéristiques. Alors on en a déjà parlé hier. On peut avoir des données assez précises sur la forme des champs, des profils récepteurs. Donc ici vous avez un exemple. On a construit les lignes de niveau du profil récepteur et vous obtenez quelque chose du genre patch de Gabor. Alors, ça c'est le patch de Gabor, et moi j'aime bien remplacer les patchs de Gabor par des dérivées de gaussiennes. Alors j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais c'est essentiellement la même chose, ça se ressemble beaucoup. Mais si on utilise plutôt des dérivées de gaussiennes pour comprendre la forme des profils récepteurs, on comprend immédiatement pourquoi certains de ces champs récepteurs et profils récepteurs sont des extracteurs de données de géométrie différentielle. Ça, c'est simplement lié au fait qu'on fait la convolution du signal par le profil récepteur. Si vous savez que si vous avez une dérivée de gaussienne, DG, vous faites la convolution avec le signal, c'est pareil que de faire d'abord la convolution du signal par la gaussienne, et ça c'est simplement un smoothing, et vous considérez le signal à une certaine échelle, et après vous appliquez l'opérateur différentiel. Donc si vous avez une dérivée seconde de gaussienne, ben, automatiquement le filtre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la dérivée seconde du signal lissé. Donc en fait, tous ces filtres qu'on a vus, on peut considérer qu'ils font essentiellement des dérivées multi-échelles en fonction de leur largeur, enfin de la largeur de la gaussienne, c'est-à-dire la fréquence spatiale, ils font en fait des dérives. Donc ils agissent par convolution sur le signal, soit I de XY, XY c'est des coordonnées rétiniennes, soit un profil récepteur centré sur X0, Y0, ben, tout simplement, ce que fait le neurone, c'est un filtre, dans l'approximation linéaire, il fait tout simplement la moyenne du signal sur son champ récepteur, pondérée par sa fonction de transfert. En fait, il calcule cette intégrale-là, cette moyenne pondérée. Et si maintenant vous faites varier X0, Y0, c'est-à-dire si vous mettez des filtres comme ça partout, la rétine, ben, vous obtenez, maintenant, au lieu d'obtenir un nombre qui va être codé par le firing rate des potentiels d'action de votre neurone, vous allez obtenir une fonction de XY, la convolution du signal par le profil récepteur. Et donc, en première approximation, ce que fait la rétine, c'est essentiellement ça. Bon, et vous avez tout ça dans vos logiciels d'image. Et la grande découverte de David Marr, qu'on a cité hier, un des premiers enfin, à avoir compris enfin, ce genre de problème, c'est que les cellules ganglionnaires et les cellules du corps genouillé latéral sont en forme de chapeau de Mexicain, et les chapeaux de Mexicain, c'est des Laplaciens gaussiens. Donc ça, c'est ce qu'avait très bien vu David Marr. En fait, ces neurones-là appliquent au signal un Laplacien gaussien. Alors vous prenez dans votre application préférée, filtre Laplacien gaussienne, et vous verrez que ça fait essentiellement de l'extraction de bord. C'est ce que David Marr avait très bien fait. Donc c'est en fait un certain type d'analyse par ondelette, et d'ailleurs, enfin, historiquement c'est très important, hein, des gens comme Yves Meyer, enfin Stéphane Mallard, qui ont été vraiment
qui ont joué un rôle considérable enfin, dans le renouveau mathématique des ondelettes, hein, qui est déjà ancien puisque ça remonte à Haar, ont reconnu qu'il y avait deux personnes, enfin deux groupes de personnes qui avaient découvert les ondelettes hors mathématiques, c'était David Marr dans la vision, et d'autre part ceux qui faisaient de la prospection pétrolifère, Hoffman et Morley, et qui avaient un problème du même ordre, puisqu'ils envoyaient, je ne connais pas la technique, mais enfin on envoie des ondes enfin, dans le sol, on regarde comment elles sont réfléchies, et ce qu'on doit détecter, c'est les failles où on peut éventuellement trouver du pétrole. Enfin, donc il faut trouver les discontinuités par une analyse du signal. Et ça, c'est exactement le même problème que de trouver des bords d'objets en faisant l'analyse du signal optique. La transformée de Fourier, c'est une catastrophe pour ça, parce qu'elle n'est pas du tout géométrique, elle est purement fréquentielle. Donc, eh bien, il faut faire de l'analyse de Fourier, entre guillemets, localisée, multi-échelle, et ça, c'est les ondelettes. Voilà. Bien. Alors là, je vais passer très vite, vous trouverez ça dans mes notes, hein, parce qu'on en a déjà parlé. C'est très intéressant, on en a parlé en particulier dans l'exposé d'Hervé Deborn, de voir que ces profils récepteurs, on peut les récupérer avec des hypothèses générales de traitement d'information. C'est-à-dire qu'essentiellement, on cherche des filtres qui décorrèlent spatialement le signal. Premièrement. Deuxièmement, on utilise une loi fondamentale, qui est la loi de Fields, ce qu'on a aussi évoqué, et qui dit que le spectre de puissance est en 1 sur f carré pour les images naturelles. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de bords dans les images naturelles. Tous les trucs de kurtosis, caractère non gaussien, etc., dont on parlait hier, c'est lié au fait qu'il y a énormément de bords et de discontinuités dans les images naturelles. Et donc, si vous voulez faire de la décorrélation spatiale, si vous tenez compte de cette loi statistique des images naturelles, et si d'autre part, vous ne voulez pas qu'à la fin, vous transformiez le bruit en signal, c'est-à-dire si vous voulez que le bruit reste du bruit, enfin, ben, il n'y a pas 36 façons d'opérer, et vous trouvez presque obligatoirement des chapeaux de Mexicains, enfin des choses comme ça. Si vous avez une symétrie de rotation, vous avez obligatoirement des trucs qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant sur le plan évolutif, parce que ça permet de comprendre comment la mère nature a pu engendrer ce genre de dispositif. Bien. Alors maintenant, j'aborde les données neurophysiologiques qui vont servir de base au modèle géométrique. Donc on va essayer de comprendre un peu mieux, tout en restant relativement élémentaire et simple, la structure de l'RV1 au niveau de son architecture fonctionnelle. Et là, on va faire une simplification absolument draconienne. J'insiste là-dessus. Toutes les choses subtiles dont je viens de parler et dont on a parlé hier et dont on reparlera en partie aujourd'hui et demain, je vais ramener ça à quelque chose d'extraordinairement simple. Et à partir de cette simplification, on va pouvoir aborder les problèmes de passage du local au global qu'on ne pourrait pratiquement pas aborder si on gardait toute la finesse du local. Donc on va simplifier drastiquement le local pour comprendre le passage du local au global. Alors la simplification drastique, mais qui est une simplification non seulement importante, mais qui philosophiquement nous projette dans un monde géométrique d'emblée, c'est qu'on va considérer que les neurones simples de V1 sont faits pour détecter des paires d'une position et d'une orientation. Alors la position, c'est une position approximative.
C'est la position du champ récepteur du neurone dans la rétine. On va faire comme si c'était un point. Champ récepteur égale position. Position A. Et d'autre part, vous avez vu que ce sont des filtres, les neurones simples de V1, qui ont un profil récepteur allongé dans une certaine direction. Et donc, il est facile de montrer qu'avec cette forme-là, eh bien, ce qu'ils font, c'est la réponse maximale lorsque le stimulus est une barre qui est au milieu de cette partie centrale positive. Donc, je veux dire, ce neurone, il est fait pour détecter cette position-là, le centre de son champ récepteur, et cette orientation-là. Donc, c'est une simplification drastique, absolument drastique. Et alors maintenant, le problème, c'est comment peut-on recoller des données locales de cela. Donc ça, c'est des triplés, puisque A, c'est X, Y, et P, c'est une coordonnée d'orientation. C'est un angle, une tangente, enfin, la représentation que vous choisissez. Là, je cite Faugeras parce que Faugeras a généralisé ça et en disant que les neurones, en fait, détectent quelque chose d'un peu plus compliqué que position-orientation. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'en faire. Alors, la donnée la plus ancienne, mais la plus fondamentale, qui a été découverte par Hubel et Wiesel, était évident, c'est que pour une position donnée, x0, y0, les neurones qui détectent, qui mesurent les différentes orientations possibles en cette position forment un petit module qui est anatomiquement définissable. Et ça, c'est pas du tout évident. Ça veut dire que la structure, mathématiquement, abstraitement, ça c'est un produit cartésien. Vous avez les positions, cross, les orientations. Comme dans tout produit cartésien, vous avez les projections sur les facteurs. Donc AP se projette sur A, position, et elle se projette aussi sur P. Ça c'est trivial mathématiquement. Mais ce n'est pas du tout évident neurophysiologiquement que ces projections existent, qu'elles aient un sens. Et une des grandes découvertes de la neurophysiologie de la fin des années 50 et du début des années 60, c'est que la projection AP donne A, c'est-à-dire qu'au-dessus de la position, je mets toutes les orientations possibles, et bien ça correspond à un petit module anatomiquement définissable qu'on appelle une hypercolonne. Alors pourquoi hypercolonne? Ce qu'on appelle une colonne, ça correspond à AP, mais ce n'est pas un seul neurone, c'est une population de neurones, c'est un codage par population. Donc on avait appelé ça une colonne. Parce qu'il y a plusieurs neurones qui détectent en fait la même position et la même orientation. Codage par population. Et donc, quand on s'est aperçu que pour la même position, il y avait plein de colonnes collées les unes aux autres dans le cortex et qui détectaient les différentes orientations, et que l'ordre dans lequel les colonnes étaient collées, ça correspond véritablement à l'ordre de rotation, il a fallu dire que c'était plusieurs colonnes en même temps qui formaient un petit peu neuronal, et on appelait ça une hypercolonne. Donc, une hypercolonne associe de façon rétinotopique, c'est-à-dire en relation avec la spatialité de la rétine, à chaque position A, un exemplaire complet des orientations. Et ça, c'est pas évident du tout. Par exemple, l'autre projection n'a pas de correspondant neurophysiologique. On peut imaginer un système qui ferait l'inverse. C'est-à-dire où il y aurait plein de petites couches
de positions les unes sur les autres et qui correspondraient aux différentes orientations. On peut parfaitement imaginer un système de ce genre. Bon. C'est ce système-là qui a été choisi par la nature. Bien. Donc, dans le cadre de cette simplification drastique dont j'ai parlé, les hypercolonnes, c'est tout simplement les fibres de la projection de rétine cross orientation sur rétine. Et ça, c'est ce qu'on appelle mathématiquement une fibration. Ce n'est pas des fibres nerveuses, c'est ce qu'on appelle une fibration géométrique. Donc, la fibration qui envoie rétine cross orientation sur rétine a un sens neurophysiologique. Elle est implémentée. R, c'est la rétine, donc la fibration R cross P, projection sur R, est implémentée. Hubel et Wiesel, ça se ramène à ça dans le modèle simplifié. Bon. Mais alors là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a une contradiction dimensionnelle. Qui devrait beaucoup intéresser d'ailleurs ceux qui font comme vous, qui essayent de faire des puces, enfin abstraitement, R croix P est de dimension 3. Vous avez 3 degrés de liberté. 2 coordonnées rétiniennes et une coordonnée d'orientation. Les couches corticales sont essentiellement de dimension 2D. Donc vous devez caser du 3D dans du 2D. C'est assez analogue, enfin, ce qu'on trouve dans certains problèmes d'informatique, où en fait on doit mettre en 2D des choses qui ne sont pas du tout 2D. Alors la nature, elle a trouvé une idée assez intéressante. Elle a discrétisé les positions. Donc les positions sont devenues un réseau de positions. Et puis les fibres qui correspondent aux orientations, elle les a enroulées autour de chaque point du réseau discret. Donc elle a rabattu les fils dans les vides entre les positions. Donc autour de chaque position, on a une petite roue d'orientation. En fait, la fibre a été écrasée en 2D, ce qu'on appelle un pinwheel, une roue d'orientation. Et puis, on recolle ces roues d'orientation. Et on obtient une version discrétisée de la fibration 3D. Alors ça a été, c'est beaucoup plus tardif. Ça commence au tout début des années 90, grâce à des méthodes d'imagerie optique tout à fait révolutionnaires pour l'époque, qui maintenant enfin, sont largement utilisées, qui ont été introduites essentiellement par Greenwald, enfin et Bonhoeffer. Alors quand je dis que c'est couramment utilisé, pas tellement que ça, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, le centre du Collège de France de Limbertose et le centre d'Ifreyac sur Yvette, désespérément avaient essayé d'obtenir les crédits suffisants pour avoir la machine de Greenwald. Ça, c'était il y a 5 ans. Donc, c'est quand même des choses relativement chères et c'est dur pour un laboratoire de les obtenir. Enfin, maintenant, il y en a quand même un certain nombre. Alors, vous verrez dans les transparents la méthode. Comme toujours, à partir des données, il faut un peu nettoyer tout ça enfin, de façon à arriver à quelque chose de correct. Mais disons, ce qui est essentiel, c'est qu'avec ces méthodes, on peut photographier et même filmer l'activité neuronale presque au niveau des neurones individuels. Et vous obtenez des images de ce genre. Alors ça, c'est pour le Tupaya. Donc ça, c'est V1 complet. C'est un V1 complet. Un point, c'est un neurone. Approximativement. Et la couleur code l'orientation à laquelle le neurone est sensible. C'est la sélectivité d'orientation.
vous prenez un point, le neurone qui est ici, dans V1, détecte cette orientation-là dans le champ visuel. Bon. Alors, cette image, qui vient de Bosking, William Bosking, et alors bon, il y a des centaines, enfin des milliers d'images de ce genre, est vraiment extraordinairement frappante parce que ça vous donne une image, c'est le cas de le dire, une image de la structure de V1. Et dans presque toutes les espèces, on retrouve la même chose. Alors, il y a des choses qui sautent aux yeux. D'abord, il y a une espèce de maille, de taille caractéristique des cellules colorées. Les domaines colorés ont des tailles extrêmement comparables. Il y a donc une espèce d'échelle. Ça correspond à la discrétisation dont je parlais. Ensuite, grosso modo, les couleurs sont assez bien réparties. Vous n'avez pas du tout bleu ici et du tout rouge ici. Ça veut dire que les orientations sont traitées de façon à peu près uniforme dans V1. Bon, mais maintenant, ce qui est fondamental, hein, c'est que vous avez deux types complètement différents de points. Vous avez des points où localement, la structure, cette structure-là, est de ce type-là. Alors, les couleurs codent les orientations. Donc les bandes de couleurs codent les secteurs d'orientation. À la limite, vous allez obtenir une infinité de couleurs et donc une infinité de lignes qui sont des lignes isochromatiques codant pour des lignes isodirectionnelles. Donc, il faut voir ça en fait comme des lignes. Et vous voyez qu'ici, toutes les lignes, même si elles sont un petit peu tordues, sont parallèles. Et donc, c'est ce qu'on appelle une structure triviale. Vous avez tout simplement des lignes d'isorientation parallèles. Et puis, vous avez des points comme ça, qui sont des points singuliers, ou vers lesquels convergent toutes les orientations. Et c'est ça qu'on appelle les pinwheels. Et vous voyez que vous en avez partout. Autour de ces points singuliers, vous avez vos roues d'orientation. Et puis vous voyez parfaitement ici comment ça se recolle. Et donc là, vous avez une version, enfin une implémentation neurophysiologique de la structure abstraite R croix P. Bien. Alors, pour ces points singuliers, d'abord, la première chose qu'on constate, c'est que ça tourne bien dans le bon sens. Vous avez une bonne transformation qui est bien continue, beaucoup plus que continue. C'est-à-dire que si vous regardez, ça fait rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert, bleu, enfin, ça va dans le bon sens. Ce n'est pas mélangé, les orientations ne sont pas mélangées par rapport aux orientations géométriques du champ visuel. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux points singuliers? Hein? Ils ne tournent pas dans le même sens. Ça, c'est que j'adresse aux jeunes. Ça ne tourne pas dans le même sens. Donc vous avez des points, vous avez ce qu'on appelle de la chiralité, hein. Vous avez des points singuliers lévogyres et des points singuliers dextrogyres. Et il est facile de voir que si vous prenez deux points singuliers adjacents, hein, c'est-à-dire qui sont liés directement par une ligne isochromatique qui passe par aucune autre singularité, ces singularités sont de chiralité opposée. Donc c'est comme si vous aviez un champ topologique avec des charges plus et des charges moins, et puis des lignes de champ qui vont des plus vers le moins. Donc ça, c'est une structure en pinwheels. Ici, vous avez une représentation un peu plus complète, hein, où on a tracé les lignes isochromatiques.
Bon, alors il y a une énorme littérature autour de ça, hein, mais disons, on a cette structure de base qui donne un sens beaucoup plus précis aux hypercolonnes de Hubel et Wiesel. Alors très vite, on s'est intéressé à la structure fine au voisinage des singularités. Pour ça, il faut utiliser des techniques un petit peu plus fines. Et vous avez des travaux, alors là nettement plus récents, un des premiers travaux c'est 2006, donc c'est quand même assez récent, avec des techniques. Donc là vous voyez que c'est de la microscopie, photonie confocale, enfin bon c'est déjà un petit peu plus compliqué. À Polytechnique, là on essaye de mettre en place quelque chose entre les neurosciences qui se font chez Frégnac et d'autre part le labo d'optique de l'école polytechnique, ils savent bien faire ça. Donc vous trouverez quelques indications sur la méthode dans le livre, dans les actes. Et ce qu'ont trouvé ces gens, c'est ça. Alors ça, c'est à l'échelle que je vous ai présentée il y a un instant. Et ça, c'est à l'échelle des neurones individuels. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la structure en pinwheels, ici on a seulement 4 orientations, mais vous voyez quand même que vous avez essentiellement 4 quarts, comme ça, assez bien délimité, et que donc la structure en pinwheels descend jusqu'au niveau des neurones individuels. Ça, c'est quand même un joli résultat. Ce n'est pas un effet de Moyen-Âge. On aurait pu estimer que c'était un effet de... Ça descend en fait jusqu'au niveau des neurones individuels. Bien. Alors, oui. Dans cette image, vous avez 4 directions, mais c'est parce qu'on a étudié que ces 4-là, oui. Parce qu'à ce niveau-là, on... Non, on n'a utilisé que 4 parce que c'est difficile à faire. Voilà. Bon, donc on a utilisé 4. Merci. Bien. Alors maintenant, on arrive vraiment au problème du passage au global. La structure dont je viens de présenter quelques bases neurophysiologiques, on l'appelle souvent la structure verticale, c'est-à-dire c'est celle qui monte de la rétine vers l'RV1 à travers le corps chevelu latéral. Et on a trouvé ces pinwheels, c'est-à-dire ces hypercolonnes, qui font que pour chaque position, toutes les orientations sont codées. Ça, vous voyez qu'au niveau de la perception, c'est très local. C'est une position et des orientations. Donc ça correspond à quelque chose comme ça. Mais évidemment, quand je regarde un objet, je ne vois pas du Van Gogh, je ne vois pas des traits comme ça. Je vois des formes globales. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, il doit y avoir des connexions entre pinwheels. Si les orientations dans des positions différentes étaient indépendantes, on ne verrait pas des objets. On verrait un magma de petits traits locaux, un peu, je répète, comme les touches de Van Gogh. On ne verrait pas émerger d'objets. Si on voit des objets, c'est parce que le système visuel est capable de comparer des orientations dans des positions différentes. Sinon, on ne peut pas passer au global. Pour passer au global, il faut qu'on puisse comparer des orientations entre positions différentes. Alors en géométrie, c'est ce qu'on appelle un problème de transport parallèle. Il faut qu'on puisse déplacer parallèlement à elle-même une orientation, la faire changer de position. Ça, c'est une contrainte
qui doit avoir un sens neurophysiologique, et qui, au niveau de la géométrie abstraite, a été trouvé il y a déjà très longtemps. Je fais une toute petite parenthèse. Mais dans l'histoire de la géométrie, il y a quand même des grands géomètres qui ont essayé de descendre de plus en plus profond dans la notion d'espace. On est parti de l'espace euclidien, il y a eu après les géométries non euclidiennes, ça c'est des géométries globales. Riemann est le premier à avoir localisé le concept de géométrie, en introduisant les métriques riemanniennes, c'est-à-dire des espaces qui sont localement euclidiens. Et je pense que le plus grand géomètre au niveau de la compréhension de ce que c'est qu'un espace, c'est Élie Cartan. Et c'est Élie Cartan qui, autour des années 1920, a été le premier à comprendre que le transport parallèle était peut-être l'opération géométrique de base pour constituer un espace. Précisément parce que ça permettait de passer du local au global. Et que ça, c'est beaucoup plus profond que ce que faisait Riemann, parce que Riemann, lui, ce qui l'intéressait, c'était comment des longueurs pouvaient être transportées d'un point à un autre. Alors ça a été essentiel pour la relativité générale d'Einstein, mais c'est un problème de métrique. Ici, c'est quelque chose de beaucoup plus faible. Ce n'est pas du tout des longueurs, c'est des orientations. Alors, une des autres grandes découvertes de la neurophysiologie, elle est beaucoup plus récente, de Hubel et Wiesel, c'est autour des années 80, c'est la découverte d'une classe de connexions qui justement sont faites